Bonjour tout le monde. Alors, c'est parti, le cours. Donc, sur les machines de Turing. Ah, ça commence bien, je suis à l'envers. Yes. Ok, alors. Donc, j'ai déjà parlé un peu des machines de Turing à la fin du dernier cours. Donc, dans un automate d'état fini, vous avez juste des états finis. Dans un automate à pile, vous avez une pile, en plus de l'automate. Et dans un automate, dans une machine de Turing, vous avez un ruban bien infini, en plus de l'automate. Ça va jusqu'à l'infini. Sauf que, comme j'ai déjà dit, hein, je répète, c'est rapide à répéter. La plupart des cases, c'est-à-dire toutes les cases sauf un nombre fini, sont positionnées, ont une valeur qu'on note comme un T inversé, qui signifie indéfini. Donc seulement un nombre fini de cases dont la valeur différente. Donc les valeurs, bien sûr, comme d'habitude, on les prend dans un alphabet. On note comme d'habitude sigma. Donc il y a un ruban à la configuration initiale à O. Configuration initiale. Il y a le mot qu'on va reconnaître sur le ruban.
reconnaître. Donc, coupez votre micro, s'il vous plaît. Formation. Bon, je vous le coupe. C'est bon. Merde, j'arrive pas. Ah, ça y est, il a coupé. Donc, le mot reconnaître, donc on note M égale M0, Mn-1. Donc, ça, c'est la configuration initiale. Alors, ce mot-là, il ne flotte pas comme ça au milieu. D'accord? Alors, on peut dire que ça, c'est la case 0 du ruban. Ça, c'est la case -1, etc. Ça, c'est la case 1. En fait, on ne dit jamais ça. Parce qu'on n'accède jamais aux cases du ruban par un indice. On accède aux cases du ruban par une tête de lecture. Donc, on peut noter RWH, read, write, head. Parce que via cette tête de lecture, on pourra à la fois lire le caractère qui est pointé et le remplacer par un autre caractère. Donc, dans une transition, il y aura donc deux caractères. Celui qu'on lit, celui qui remplace. Par exemple, si je prends sigma égale AB, d'accord, si moins 0, c'est égal à A, si mon état initial, c'est celui-là, donc je démarre dans l'état initial. Eh bien, si je fais la transition A, virgule B, voilà, bon, non, je vais mettre A, virgule B. A, virgule B, ça veut dire que si M0 égale A, donc si je démarre dans l'état 0, voilà. Je vais aller le coup d'après dans l'état 1. Là, je prends BB. Et je vais modifier le ruban en posant un B. Donc, le coup d'après, dans la première lettre, ce ne sera plus un A, ce sera un B. Je vais poser un B dedans. Au départ, la lettre qui était pointée par le curseur, c'était la première lettre du mot, mais après la première transition, ça devient un B. Parce que je vais modifier ici par un B. Alors, on a encore besoin de spécifier quelque chose ici. C'est le mouvement de la tête. Si je veux, par exemple, balayer mon mot, j'ai envie d'aller vers la droite pour lire la lettre M1. Donc là, il faut spécifier un mouvement de lecture. Excusez-moi, un mouvement de tête de lecture gauche-droite. Donc là, je mets droite. Donc le coup d'après, ma tête de lecture.
Au début, elle pointait sur la case 0. Et donc, après, elle pointait sur la case 1. Si on suppose qu'on peut numéroter les cases. Et au début, j'avais M0, Mn-1. Le coup d'après, j'aurai B, M1, Mn. Alors, ça, c'est le ruban. Donc, pour représenter l'état de notre machine, on a finalement 3 trucs. L'état, où se trouve la tête. Donc, pour ça, on peut numéroter les cases, juste pour savoir où elle se trouve. Qu'est-ce qu'il y a sur le ruban? Ce qu'il y a sur le ruban, ça peut. C'est pas obligé de rester dans le mot, parce qu'on peut aller aussi à gauche et écrire les cases de coordonnées -1, ou on peut aller plus loin que le mot. On peut utiliser autant de cases qu'on veut sur le ruban. Okay. Donc, une transition. C'est 3 trucs. Lettre lue, virgule. Mouvement de tête. Mouvement de tête. Je mets RWH. Et nouvelle lettre. Lettre écrite. Voilà. Alors, si jamais on n'écrit pas de lettre, si jamais on laisse la lettre inchangée, souvent on ne fait que le lire en fait. On ne remplace pas la lettre. D'accord? Donc, dans les transitions, on écrit juste ça et ça. D'accord? Ça et ça. Donc, on n'aura pas besoin d'écrire de lettres écrites. Donc, si dans une transition, par exemple, si ici je mets juste A droit, ça sous-entend que j'écris A aussi. C'est-à-dire, je ne bouge pas la lettre. D'accord? Ça permet de bien alléger l'automate d'état fini est bien plus lisible. Bien, je ne vous donne pas la définition formelle, vous l'avez dans le cours. Alors après, il y a l'histoire de déterministe, pas déterministe. Alors j'ai envie d'écrire un truc qui semble très bête, mais que je pense que vous allez comprendre. C'est la définition 26. Donc, une MT. Donc, j'écrirai MT pour machine de Turing. Machine de Turing. Et déterministe. Si, et seulement si, il n'y a jamais le choix. Le choix, deux choix possibles. Il n'y a jamais deux DE choix possibles entre deux transitions. Dit comme ça semble assez.
Donc, si une machine est déterministe, l'exécution est déterminée. Par contre, si elle n'est pas déterministe, pour une machine donnée, il y aura plein d'exécutions possibles. Donc, il faut définir qu'est-ce qu'une exécution qui réussit. Un déterministe, je marque ça comme c'est un déterministe égal. Plein d'exécutions possibles. Alors, aussi bien pour les automates d'état fini, un déterministe, on arrive à comprendre. Pour les automates à pile, on arrive moins à comprendre. Pour les machines de Turing, je peux vous dire un truc, c'est qu'on n'arrive pas du tout à comprendre. Vous pensez que vous comprenez là, mais en fait, je peux vous dire que vous ne comprenez pas. Quoi. Vous allez comprendre les machines de Turing non déterministes un peu plus tard. Quand on montrera comment les simuler, quand on... Donc, on reconnaît un mot. Si une seule, non, si seulement si, une seule exécution réussie. Donc ça, c'est une définition de reconnaître qui marche dans le cas général, pour un déterministe et pour un déterministe. Ça veut dire quoi réussir? Ça veut dire que lorsque la machine, lorsque la MT, machine de Turing, bloque, alors je mets bloc en majuscule, ça veut dire quoi qu'elle bloque? Ça veut dire qu'il n'y a pas de transition possible. Je précise. Donc, l'état suivant n'est pas défini, quoi. Il n'y a pas de transition possible. Lorsque la machine bloque, elle se trouve dans l'état final. Voilà, donc pour reconnaître un mot, il faut que bloquer dans un état final. Je vais commencer par un exemple très simple de machine. Pour reconnaître un langage régulier. Et après, je vais enchaîner sur un exemple compliqué, enfin complexe, pour reconnaître un langage pas algébrique. Avant de faire ça, je voudrais juste dire le truc que j'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est que une MT, en fait, modélise un ordi. Un ordinateur. Un automate d'état fini, c'est très, très limité. Un automate à pile, c'est très limité. Une machine de Turing, c'est pas limité du tout. Ça peut calculer tout ce qui est calculable. C'est pour ça que dans le cadre du cours de langage formel, on s'intéresse quand même à cet individu qui a tous les pouvoirs en matière de calcul. Donc, on va utiliser d'abord cet outil très puissant pour reconnaître un langage ridicule. C'est, on veut reconnaître L égale A étoile. Si
Si j'ai sur mon ruban le mot initial, si j'ai que des A, je veux que ça reconnaisse. Si j'ai un B, je veux que ça ne reconnaisse pas. Comment je vais faire ça? Je sais qu'à gauche, j'ai un nom défini, puisque par définition, la configuration initiale, la tête de lecture commence sur la première lettre. Donc, je vais à la droite toute. Si j'arrive à un nom défini sans avoir rencontré de B, j'ai gagné. Je suppose que l'alphabet, c'est AB. Donc, je vais faire un automate. Alors, une fois que j'ai fait un pas à droite, ben, je recommence le même traitement, qui est de vérifier qu'il n'y a pas d'EA. Ça veut dire que quand je vais à droite, je vais boucler sur le même état qui est l'état initial. Alors, ce que je vais faire, c'est juste vérifier que j'ai bien A, aller à droite. Je ne réécris rien puisque je n'ai pas besoin de modifier le ruban. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit je rencontre un B en route. Et là, bon, bah, je suis à la droite, peu importe, je m'en fous. Le truc, c'est que j'arrive dans un état qui n'est pas final et où je vais bloquer. Par contre, si j'arrive sur le bottom, à droite ou gauche, je m'en fous. Là, j'arrive sur un état qui est final. Donc, ma tête va aller blom, blom. Là, on arrive ici, c'est pas final. Si par contre, j'ai que de A, blom, 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 blom. Arrive là, c'est final. Mot reconnu. Ça, c'est l'exemple 1. Ensuite de ça, l'exemple 2. Alors, on va reconnaître. L égale AN, BN, CN, bon, donc, on va procéder par des balayages du ruban, ce qu'on fait toujours. C'est ça la caractéristique des programmes de machine de Turing. C'est qu'on fait des balayages. On parcourt tout le ruban à chaque étape. Alors, pour chaque balayage, je vais décrire ce qu'il fait. Et je vais décrire l'état du ruban à la fin. Et les états utilisés. Ça, c'est un format que je vous suggère d'utiliser dans vos copies d'examen parce que ça, je peux comprendre ce qui se passe. Donc, le premier objectif, c'est vérifier
la forme A étoile, B étoile, C étoile. D'accord. Pour ça, on va utiliser 3 petits états. Donc, dans l'état 1, bon, l'état, je l'appelle 0, c'est initial. Hein. On va à droite toutes sur le A. Quand on lit un B, dans l'état, on va aussi à droite. On va à droite toutes sur les B. Sans jamais modifier les lettres. Hein. Et puis, même histoire pour les C. Quand on lit un C, on change d'état. On va à droite toutes sur les C. D'accord. Donc, j'utilise pour ça les états 0, 1, 2. J'écris là. L'état du ruban, c'est. Je vais M. On va reconnaître si M appartient à. Donc, l'état du ruban, il y a M dessus. Toujours M. Mais la tête de lecture à la fin du mot. On a fait un balayage. D'accord, la tête de lecture mettant sujet A et B, c'est C. Ben, la tête de lecture, elle pointe sur la dernière case. Parce qu'on a remonté les A, les B et les C. Donc, vous voyez, ça, c'est un balayage. Le premier. On a parcouru tous les lettres du mot. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, sur le bottom, on va revenir en arrière. Donc ça, on va mettre, c'est une sorte de transition avant le deuxième balayage. Sur le bottom, je vais à gauche. Donc maintenant, quand je commence le deuxième balayage, je vais avoir la tête de lecture qui pointe sur le dernier C. Donc l'objectif du dernier balayage, ça va être de virer un A, un B, un C. Alors je peux directement mettre quel est l'état final du ruban que je souhaite avoir. Ça va orienter mon automate. Comment je vais faire mon automate? Je vais virer un A, un B, un C. Lequel? Le premier, c'est le plus simple. Alors virer, ça veut dire quoi? Je ne vais pas remplacer le C par un défini. Parce que j'ai envie de garder le fait qu'il y a que mon mot soit un ensemble de lettres qui se suivent définies. Ça fait clean. Comme ça, il y a l'endroit où je travaille qui est tout défini, et puis un océan d'indéfinis à droite et à gauche. Donc, je ne vais pas remplacer C par bottom. Virer, ça ne veut pas dire remplacer C par bottom. Ça veut dire remplacer C par une lettre spéciale. Bon, dièse, pourquoi pas. D'accord. Et je vais faire pareil pour B. Et je remplace le premier que je vois. D'accord. Donc, je vais obtenir ça avec la tête de lecture dans le bottom. Oui, indéfini, on appelle ça bottom. Souvent. C'est l'anglais, ça veut dire. Bon, c'est difficile à expliquer. Ok, donc
Pour ça, c'est facile, hein. Quand je lis un C, je vais à gauche, je remplace par un dièse. Et les autres C, je les passe. Pareil pour les B. Le premier B, je le remplace par un dièse, mais pas les autres. Et pareil pour le C. Le premier C, je le remplace par un dièse, tout en continuant à la gauche, hein. C'est un balayage vers la gauche. Mais les autres, je n'y touche pas. OK. Donc, j'utilise l'état 4, 5, 6, 7. Pour faire ce travail. Alors après, la question qu'on va se poser, qui n'est pas triviale, c'est il va falloir détecter qu'on a le même nombre de A, B et C. Donc, on va itérer cette opération. Et si, à un moment donné, on remplace environ un A, un B, un C, en fait, on trouve que les dièses. En voulant virer un A, un B, un C, si on trouve que les dièses, ben là, on saura que on a fini. Bon, à la limite, alors, il y a une question qui se pose. Je pourrais vous la poser, mais c'est un peu difficile. Mais ce serait possible, on a besoin d'être plus à l'aise dans ce contexte-là, d'accord? C'est possible pour quelqu'un d'entre vous prendre le micro et de me répondre, hein. Ça marche assez bien quand même, Zoom. Puis là, en plus, on est que 27. Donc, la question que je pose, c'est que dans le parcours vers la droite qu'on va faire maintenant, parce qu'on vient de la gauche toute, on va à la droite toute, est-ce qu'on va, encore une fois, virer un A, un B, un C? Alors, il y a deux réponses. Je regarde si quelqu'un prend le micro. La première réponse, c'est oui, comme ça va économiser des balayages. Ouais, parce que tant qu'à faire, si on balaye, autant faire un max de trucs. Mais en fait, la deuxième réponse, c'est non, parce qu'on est paresseux. On n'a pas envie de se réécrire tous ces étapes à droite. Donc, on préfère aller à droite toutes, d'accord, dans une espèce de transition. Ici. Comme tout à l'heure, c'est un peu une transition, d'accord? On va se replacer à droite toutes, c'est-à-dire derrière le dièse. Enfin, ici, en fait, hein, sur le dièse. Alors, pour arriver ici, il faut d'abord passer par là. D'abord aller jusqu'au bout et ensuite revenir. D'accord? Donc, la transition qu'on va faire, alors, je vais mettre le flèche vers la droite, ça va être pratique, hein. Donc là, j'étais à gauche du A. Donc là, je retourne à droite, d'abord, sur bottom. Et ensuite, comme j'ai pris soin de garder des A, des dièses et des B, eh ben, je peux aller jusqu'à la fin du mot. Il suffit, pour toutes ces lettres, que j'aille à droite. Sur dièse, je vais à droite. Sur A, je vais à droite. Sur B, je vais à droite. Sur C, je vais à droite. Donc, juste en état, je fais mon balayage vers la droite. Je repasse à droite.
Et là, j'ai envie de donc refaire mon traitement. J'ai envie de boucler. J'ai envie de boucler ici. Je ne vais pas le faire immédiatement puisque ici, j'ai remplacé la première lettre par un C. Alors là, maintenant, la première lettre que je rencontre, ce n'est pas le C, c'est le dièse. Il faut que je commence par revenir jusqu'à un C. Donc pour ça, bon, déjà, il faut que je revienne un coup à droite, là, parce que un coup à gauche, excusez-moi. Je suis arrivé dans le bottom, là, dans l'indéfini. Donc je reviens un coup à gauche. D'accord. Donc là, maintenant, je suis arrivé là. Bon, si vous voulez, je peux faire deux cases. Je passe d'abord par là. Et ensuite, je reviens là. C'est un peu le même truc. Hein. A, dièse, B, dièse, C, dièse. Sauf que maintenant, ma tête de lecture est sur le dièse. Donc, il faut que je passe. Alors là, il y a un dièse, il peut y en avoir quand c'est arbitraire. Il faut que je passe tous ces dièses pour arriver éventuellement à un C. Et sur dièse, je vais à gauche. Et là, je vais rencontrer mon premier C. Que je vais remplacer par un dièse. Donc, je vais pouvoir boucler, je vais pouvoir me raccrocher ici. OK. Donc là, j'ai un truc qui boucle. Je vais l'écrire en petit parce que voilà. Alors, qui dit boucle dit sortir de la boucle. Et parce que si on ne sort pas de la boucle, il y a un problème, la machine ne s'arrête jamais. Donc là, il faut faire une pause parce que c'est l'endroit où c'est particulièrement difficile. J'écris ça, pause. Et je pose la question. Quand sort-on? Quand sort-on de la boucle? Ben, on peut sortir pour deux raisons. On peut sortir si quand on veut remplacer, il n'y a que des dièses. Donc ici, quand on va à fond, dièse gauche, s'il n'y a que des dièses. Donc si on arrive sur bottom, on aura envie de sortir. Alors là, on se dit, et qu'en est-il du mot vide? Bon, je peux déjà faire ça. Hein. C'est pas inintéressant, ça montre bien l'aspect progressif du raisonnement. Donc si là, quand je vais à gauche, en fait, il n'y a que des dièses sur mon ruban, ça veut dire que j'ai gagné. À chaque étape, j'y verrai un seul B, un seul A, un seul C. Et au bout d'un moment, il n'y a plus ni de A, ni de B, ni de C. Donc, il y a le même nombre de parts. Donc, si là, je tombe sur bottom, ben, j'arrive sur état fini. Ça, c'est le cas où on sort sur état fini. Alors là, je peux mettre gauche-droite, je m'en fous. Donc, je ne mets rien dans ces cas-là, c'est mieux. Donc, si je lis indéfini, en allant
à gauche à toute pompe pour passer les dièses, que j'en compte pas de C, pas de B, pas de A, mais le bottom qui se trouve au début du mot, hein, ce bottom là, le bottom qui est là, et bien j'ai gagné. Alors maintenant, il faut se poser la question, là, je sors en gagnant. Est-ce que je sors en perdant? Je sors en perdant si je trouve pas de C. D'accord. À ce moment-là, j'ai bloqué ici. Si je tombe sur un B ou sur un A, j'ai bloqué. Alors, pareil, si je remplace un C et que je ne trouve pas de B, je tombe sur un A, je vais bloquer ici. Enfin, là, c'était un A qu'il fallait mettre là. C'est les C, les B et les A. Enfin, si en passant les B, ayant trouvé un B passant les B, je ne trouve pas le A, je bloque aussi. Donc, je bloque naturellement. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter de trucs dans le cas où je ne reconnais pas le mot. Ça va bloquer tout seul dans un état qui n'est pas final. Bon, il y a encore une question à se poser. C'est le cas particulier. Le cas particulier, c'est toujours n égale 0. Si on va connaître epsilon. Qu'est-ce qui se passe avec epsilon? Est-ce que ça marche ou pas? Ben là, je ne peux pas aller à droite, je vais coincer dans ces états. Ça ne va pas marcher. Donc, epsilon, ça veut dire qu'en fait, je démarre avec la tête de lecture directement sur indéfini. Et le mot, il ne prend pas de place. D'accord. Donc, il faut rajouter un état pour traiter ce cas-là. Si dans l'état initial, je lis bottom, eh bien, j'ai gagné aussi. Voilà. J'ai oublié de numéroter ces états. Ça, c'est 8, 9. L'état 10. C'est l'état où on sort et succès. Voilà. Donc là, vous avez un peu un exemple typique de ce à quoi ressemble une machine de Turing. Il y a une étape préliminaire de sans boucle, après une boucle. Après, on sort de la boucle avec succès. Sinon, on bloque dans la boucle. Et il y a quand même pas mal d'états, parce qu'il faut typiquement 2-3 états pour faire un balayage. Là, il en faut 4, là, il en faut 2. Monsieur, j'ai On une va faire des question. exercices en TD qui vont être sympas.
vous allez acquérir la maîtrise de ce formalisme de machine Turing. C'est assez marrant, en fait. C'est pas... Au début, ça fait un peu peur, mais rapidement, on s'habitue. L'intérêt de faire ces exercices, c'est que au bout d'un moment, vous réalisez qu'effectivement, on peut tout faire. Donc, c'est vrai qu'une machine Turing modélise un ordinateur. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous voulez calculer, l'algorithme que vous voulez calculer, vous pouvez le faire sur une machine Turing. Simplement, un peu plus. D'accord. Comme on a un ruban, il faut toujours déplacer la tête de lecture case par case pour aller chercher les données et donc balayer. Dans un ordinateur, vous avez une Random Access Memory. Juste avec l'adresse d'une donnée, vous pouvez récupérer la valeur sans avoir besoin de parcourir à chaque fois toute la mémoire. C'est la différence. OK. Alors, on arrive à des trucs plus surprenants. Là, peut-être vous pensez que c'est simple, une machine Turing. Et bien, vous allez voir que c'est sûr. Il y a une complication supplémentaire. Donc, c'est le 15.1. Alors, j'ai écrit langage récursif. J'aime pas trop ce mot-là parce que, bon, j'ai utilisé ce mot-là parce que c'est le mot officiel, mais on peut aussi dire langage décidable. Je vais comprendre pourquoi. Donc, avant de dire... Ah oui, donc c'est la définition 27. Je commande cette définition 27. Donc, vous avez deux choses qui ont l'air un peu... Comment dire, celle-là date du vocabulaire un peu ésotérique. C'est récursivement énumérable et récursif. Ou, comme je vous ai dit, décidable. Donc, récursivement énumérable, ça veut dire... C'est une notion pour c'est le langage, en fait. Hein. Un langage est récursif, non, récursivement énumérable. Alors, si seulement si, il existe une machine de Turing qui le reconnaît. Une machine de Turing de plus déterministe. Ça, c'est important. Déterministe. D comme déterministe. Qui, alors, je vais l'écrire déterministe en toutes lettres. MTD. Donc, parenthèse, MT, déterministe. On dit MTD parce qu'on parle toujours tout le temps de MTD, machine de Turing, déterministe. Et question vulnérable, si il existe une machine de Turing déterministe, appelée L, ce langage, qui reconnaît L. Ça veut dire que pour tous les mots de L, elle va bloquer dans un état final. Eh bien, on peut faire plus que ça. D'accord? On pourrait penser au premier abord que le mieux qu'on peut faire pour un langage,
c'est de le reconnaître. Eh ben non, ça ne suffit pas de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il il se peut très bien que pour les mots qui ne sont pas dans le langage, au lieu de bloquer, la machine se met à boucler. C'est pas pareil. La différence, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Ça va s'arrêter un jour. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça boucle. On ne sait même pas si ça boucle d'ailleurs. Donc récursif, ça veut dire que il existe une MDD qui reconnaît elle, pareil. Et en plus, ça s'arrête tout le temps. Elle est bien brave. On sait qu'elle va s'arrêter. On n'est pas scotché à attendre ce qui se passe. Alors d'abord, je vais expliquer cette terminologie qui a l'air compliquée. Récursivement énumérable. Alors, je vais surtout expliquer énumérable. Donc, terminologie. Donc, récursivement énumérable. C'est-à-dire que on peut écrire, dire énumérer, les mots de L. Enfin, quand je dis on peut, c'est il existe une machine, il existe une MTD qui peut écrire, énumérer les mots de L. C'est pour ça qu'on dit récursivement énumérable. Alors, comment est-ce que ça va marcher? Ben, imaginons que sigma égale AB. Alors, sur notre ruban, donc on va considérer la machine, cette machine-là, d'accord? On appelle, je ne sais pas comment on peut appeler la machine. En fait, M comme machine. Donc, on va lancer M sur epsilon. Après, on va lancer sur A. Après, on va lancer sur B. Puis on va lancer sur A. Après AB. Après BA. Après BB. Après AA. Etc. Donc, on lance M sur tous les mots possibles. Tous les mots de A plus B étoile. De taille croissante. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Bah oui,
il faut imaginer que c'est algorithmique tout ça, c'est systématique. Hein, d'ailleurs. Il faut une autre machine qui supervise tout ça. Donc au début, elle lance seulement sur epsilon. Et puis quand c'est en marche, elle va lancer une exécution sur A. Puis quand ça marche un peu plus tard, c'est sur B. C'est-à-dire qu'elle va faire les choses pas tout en même temps, mais progressivement, d'accord. Vous dites bien que c'est algorithmique. Vous pourriez m'écrire un programme en Java qui fait ça. Vous pouvez aussi écrire une machine Turing qui fait ça. La seule différence, c'est que ça prend beaucoup d'état. On sent bien que c'est algorithmique. Et alors, il peut se passer que l'exécution sur un mot, on n'a pas laissé assez de place. Ça va pousser ici, d'accord. Il faudra replacer les trucs. Hein. Si jamais ça coince ici, il faut tout décaler vers la droite. Ok, c'est compliqué, mais c'est possible. Donc, un certain nombre de ces exécutions, possiblement boucles, puisque on a considéré le cas récursion vulnérable. Mais on peut laisser boucler, ça ne dérange pas, puisque de toute façon, on alloue à chaque fois un certain nombre de cycles sur chaque mot, d'accord. On ne fait pas qu'une exécution. On va les voir un par un. Comme Garry Kasparov, qui fait une tournante aux échecs, et il joue contre 30 mecs en même temps. Hein, il fait un coup sur un mec, sur une personne, après il passe sur la personne d'après, un coup, etc. Et puis il boucle comme ça, et c'est pareil. D'accord, c'est pareil. Comme dans un processeur avec des processus, il va voir tous les processus un par un. On a l'impression que ça se passe en même temps, mais en vrai, c'est pas vrai. Il va aller voir un par un et les visite. Donc, pour les mots qui sont dans L, on sait que la machine, puisqu'elle reconnaît L, va s'arrêter un jour sur l'état final. Donc, par exemple, si par exemple celui-là et celui-là sont dans L, un beau jour, la machine qui s'exécute là-dessus va s'arrêter. Pareil pour celui-là. Et donc, quand ça s'arrête, on peut supposer qu'elle écrit le mot correspondant à un endroit du ruban qui est réservé pour le résultat. Donc, on va allouer un endroit sur le ruban où il y a tous les mots du langage. On va pouvoir remplir cet endroit progressivement avec tous les mots du langage. On va pouvoir énumérer les mots du langage. D'où l'expression récursivement énumérable. Énumérable, on énumère. Récursivement, ça veut dire qu'on peut calculer, ça veut dire que ça se fait avec une boucle qui s'appelle récursivement. Alors, le fait de lancer un nombre d'exécutions croissant sur un ensemble de mots infini, c'est un truc qu'on fait souvent pour faire des preuves. Donc maintenant, je dis que les machines peuvent boucler. C'est bien dans un exemple simple, le plus simple possible. Machine qui boucle. D'accord. On va reconnaître L égale A étoile, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, sur les A, on va à fond à droite. Et puis, quand on rencontre bottom, on va sur l'état final. Super. Ouais, ça reconnaît bien A étoile. Et c'est récursif. Et ça arrête tout le temps. Si il y a un B, ça va bloquer sur l'état final. Maintenant, à partir de cette machine, je peux en écrire une autre machine vicieuse qui, sur un B, va aller à gauche. Alors, elle reconnaît toujours elle. Il faut que j'enlève mon WhatsApp, ça va faire des bruitages tout le temps. Bon, je vais peut-être fermer mon browser, peut-être suffire.
Donc, qu'est-ce qui va se passer sur, par exemple, le mot A, A, B, A? Je vais l'écrire plus gros. Le nombre A, B, A. Donc, on démarre sur A, on arrive sur A. On arrive sur B. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? D'aller à gauche. Donc, on va revenir sur A, en quatrième position. On arrive sur B, en cinquième. Après, on va retourner à gauche. Bien sûr, A, en sixième transition 6. Et on va revenir à droite. Vous voyez que ça boucle entre le A et le B, d'accord? A, B, 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 A, B. Juste parce que le B envoie à gauche, les A envoient à droite. Bon, c'est un cycle très court. Là, on le voit bien. Mais dans le cas général, on ne peut pas savoir qu'on boucle parce qu'on ne sait pas la longueur du cycle. Là, il fait 2. Et il pourrait très bien faire 15 000. Quoi. Ok. Ok. Donc, cette machine-là, il y a 2 états. Donc, je l'appelle. C'est ma troisième machine. Je l'appelle M3. La première, elle reconnaissait à étoile. Donc, c'était celle-là, M1, elle reconnaissait à étoile. La deuxième, elle était compliquée. Elle reconnaissait à NBNCM. Ça, c'est ma troisième machine. Non, c'est ma quatrième machine. M4. Parce que la troisième machine, c'était celle-là qui faisait tout un truc compliqué avec des instanciations dans tous les sens. Ça, c'était M3. Donc, j'en suis sur M4. Donc, M4, elle reconnaît à étoile, mais elle n'est pas récursive. Voilà, elle est juste. Oui. En fait, ouais. Non, elle n'est pas. C'est une connerie. On n'a pas montré ici que elle peut. Elle ne sert pas partout. Ce n'est pas des machines qui sont récursives, c'est les langages. Ça ne s'arrête pas partout. Donc, on peut reconnaître un langage sans s'arrêter partout. Voilà, c'est ça que je voulais montrer sur cet exemple. Okay. Alors, il y a une remarque simple dans cette problématique de. Bon, je vais pas tout vous dire ma configuration. Donc, il y a un truc super simple qui est utile de reconnaître pour les examens. Enfin, oui, pour les examens. J'aime bien poser des questions sur les trucs simples. Soit elle, un langage.
L est décidable. Donc, sur sigma. Décidable. Si seulement si L récursivement énumérable. Et le complémentaire récursivement énumérable. Il n'y a pas de zone d'ombre ni dans L, ni dans le complémentaire. C'est le complémentaire de L, ça. Alors, pourquoi? Ben, soit M5 qui reconnaît L, M6 qui reconnaît sigma étoile moins L. Donc, on fait tourner M5 et M6 en même temps. D'accord. C'est égal à M7. D'accord. M7 s'arrête dès que M5 ou M6 s'arrête. On sait qu'ils vont s'arrêter parce qu'ils reconnaissent. On sait qu'il y en a un des deux qui va s'arrêter. Donc M7 va s'arrêter. Il y a un des deux qui va s'arrêter parce qu'un mot il est soit dans L, soit dans le complémentaire de L, parce que l'union, c'est tous les mots possibles. Donc il y en a une des deux qui va s'arrêter. Donc M7 va s'arrêter. Donc L est décidable. Donc si L est récursivement énumérable, et sigma étoile moins L est récursivement énumérable, ça implique qu'elle est décidable. Et le contraire, elle est triviale. Hein, si le langage est décidable, de toute façon, la machine s'arrête tout le temps. Donc, on pourra savoir au bout d'un temps fini si un mot il est dans L ou dans le complémentaire de L. Vous voyez, une fois de plus, on fait marcher plusieurs machines en même temps. On fait tout le temps ça. C'est comme dans le fait de numérer les langages. Sauf que là, il y avait un nombre de machines croissant. Là, il y a juste deux machines. Oui, alors là, j'écris L est décidable. Parce que moi, je préfère dire décidable que récursif. Parce que j'ai souvent parlé de décidable déjà dans le cadre de problèmes décidables. Alors justement, dans le 15.2, je précise un peu les choses pour que vous ne soyez pas perdus dans ce vocabulaire un peu nouveau. Comme j'ai choisi de me concentrer sur décidable, je vais expliquer un peu mieux. Ça veut dire que non décidable, en fait. Pour comprendre décidable, mais de comprendre non décidable. Non décidable, ça veut dire il n'existe pas de MTD
qui décide. Qui décide. Si un mot donné appartient à elle. Donc ça veut dire elle, pas décidable. C'est dit d'une autre façon ou par récursif, de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit décidable s'il existe une entité qui reconnaît elle et qui s'arrête tout le temps. Ou récursif. Bah oui, ça veut dire que pour un mot donné, elle pourra décider si le mot est dans elle ou pas. D'une part, on sait qu'elle va s'arrêter, et quand elle va s'arrêter, bah, si l'état est final, c'est dans elle, si l'état n'est pas final, c'est pas dans elle. On peut décider si un mot donné est dans elle ou pas. Par contre, si une machine se contente de reconnaître elle, elle ne peut pas décider si un mot donné est dans elle ou pas. Si le mot est dans elle, on va pouvoir dire oui, elle ne pourra pas dire non. Une façon simple de voir les choses, d'accord? Donc, reconnaître par une OPD, c'est pouvoir dire oui. Oui, c'est dans le langage. Décider. Elle, par une OPD, c'est pouvoir dire oui ou non. Non, c'est pas le langage. C'est plus puissant. Pas pareil. Voilà, donc ça veut dire que décidable, non décidable. Alors maintenant, je vais revenir à la notion de l'évolution de la notion de reconnaître de langage pas reconnu, les langages pas reconnus élémentaires. Pour mettre en perspective donc, langage décidé, donc, machine, langage. Alors, je mets décidé plutôt. Alors, je mets reconnu. Ça fait référence à un vocabulaire qu'on utilisait avant. J'ajoute entre parenthèses décider. Auparavant, répondre oui, on pouvait aussi répondre non. C'était pareil. Mais là, il y a une différence pour la MTD entre oui tout court ou oui ou non. C'est pour ça que je mets pour la MTD, on précise, c'est pas seulement reconnu, c'est décidé. Donc, on a vu 3 types de machines. Automate. C'est fini. Automate à pile. Et les machines Turing déterministes.
je considère déterminé. Alors là, je vais. C'est pas reconnu, c'est non le plus élémentaire. D'accord? Pour se faire une idée de ce qu'on n'arrive pas à faire avec. Donc, ce qu'on n'arrive pas à faire pour la mathématique infinie, c'est notre fameux ANBN, n plus grand que 0. Ce qu'on n'arrive pas à faire avec un automate à pile, on arrive à faire ANBN, mais on n'arrive pas à faire AN, BN, CN, n plus grand que 0. Au passage, c'est un peu drôle parce que tout ce qu'on a fait, c'est rajouter une plage de C. Ça a l'air un peu simple. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué ça que ça. En fait, si ça l'est, quoi. C'est un peu caché. Alors, pour une machine de Turing déterministe, c'est quoi le langage non reconnu? Je vais mettre ça en droit. Le plus élémentaire. Eh bien, ça veut dire, pour une machine de Turing non reconnue, ça veut dire non calculable. Ça, il faut comprendre. Donc, il y a, il y a un saut galactique, je ne sais pas comment dire, un saut galactique. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Alors, pour aller réussir à trouver un langage non reconnu par un MT, il faut construire un langage tel qu'il n'existe pas d'algorithme. Il n'y a aucun algorithme dans l'univers des algorithmes possibles qui pourra résoudre le truc. Ce n'est pas programmable. Ce n'est pas calculable. Ceux qui ont fait le cours de M. Rosas, ils comprennent ce que je veux dire. Mais les autres, ils vont comprendre bientôt. Donc, comment est-ce qu'on construit des langages non calculables? Eh bien, donc méthode pour construire des langages non calculables. Eh bien, ce sont des langages dont les mots représentent des programmes. Ça, c'est la première idée. Les mots, ce sont des programmes. Et la deuxième idée, c'est que le langage, il est défini par une propriété de ces programmes. On ne peut pas calculer. Donc, il y a une propriété que vous savez n'est pas possible de calculer.
Si ce n'était pas le cas, vous n'auriez jamais de programme qui boucle. Cette propriété-là, c'est de savoir si un programme le boucle ou pas. Si vous pouvez la calculer, pensez bien que le compilateur Java ou C, il la calculerait. Et vous direz, attention, n'exécutez pas ce programme, il va boucler. Et vous n'avez jamais de message comme ça. Vous lancez un programme, et vous constatez que vous ne récupérez pas la main. D'accord. Et vous devez juste faire CTRL-C pour récupérer la main. Donc, la propriété de boucler, le fait de boucler, le fait pour un programme de boucler, ne peut être prédit, je vais écrire ça comme ça, ne peut être prédit. C'est plus clair, je trouve. Calculer, d'accord. Donc, tout ça pour dire, non reconnu automatique infini à NBN, non reconnu automatique pile à NBNCN. Non reconnu MTD, le plus classique, on va dire à la place de plus élémentaire, le plus classique, d'accord, le problème qui illustre bien le truc, d'accord, c'est le problème de l'arrêt. Le non reconnu classique, c'est égal le problème de l'arrêt. Alors, pourquoi c'est un langage? Le problème de l'arrêt, c'est-à-dire dire si un programme s'arrête ou pas. Alors, pourquoi c'est un langage? Donc, j'enchaîne sur ce problème qui est un problème encore beaucoup plus fameux que ANBN ou ANBNCN. Donc, problème de l'arrêt. Dit de l'arrêt. Donc, je vais expliquer c'est quoi. Pourquoi c'est un langage? Il est où le langage? Donc, c'est quoi petit a, petit b. Petit a. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de programmes qui bouclent en TP, en salle machine. Mais nous, pour nous, un programme, c'est quoi? C'est une machine de Turing. Donc, problème de l'arrêt, c'est quoi? C'est décider pour une MTD donnée. D'accord? C'est quoi une MTD? C'est un graphe de transition. J'écris graphe de transition. C'est clair, je trouve, d'accord? Plus qu'automatique infini, parce que hein, c'est un machin avec des flèches, des ronds et des trucs sur les flèches, d'accord? D'accord. Ah, bien, bon. Décider pour une MTD donnée si elle s'arrête toujours. Elle s'arrête pour toutes les entrées. J'ai ce graphe de transition avec 4 états, 4 transitions. Question, est-ce qu'elle va toujours s'arrêter? Réponse, on ne peut pas le savoir. En général, ce n'est pas possible. Oui, on a bien une donnée finie qui peut se coder, mais en général, dire ça va s'arrêter partout. Quoi. Je ferai la preuve, peut-être pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps, mais je ferai la preuve.
C'est une des preuves les plus célèbres de toute l'informatique. Et en plus, c'est super élégant, cette preuve. Il faut l'avoir vu une fois dans sa vie. B, pourquoi c'est un langage? Là, on parle de machine, on parle pas de langage. Il est où le langage? Eh bien, le langage, il est dans le fait que on représente c'est MTD. Ben, on va dire autre chose. Toutes les MTD possibles sur sigma données possible par des mots. Ah. C'est-à-dire que ça, on va pouvoir le coder par un mot. Bon, mettons, j'ai un état 0, un état 1, un état 2, un état 3. Mais comment je vais coder ça par un mot? Je vais d'abord dire, par exemple, qu'il y a 4 états. D'accord. Après, je vais mettre une marque. Après, je vais commencer avec l'état 0. Après, je vais dire qu'il y a une transition vers l'état 1. Je vais mettre une marque pour dire que c'est la première transition. Donc, une transition vers l'état 1. Donc, je vais mettre A, G, B. Je l'écris là. 1. D'accord. Après, je mets l'autre transition sur là, mais là, il n'y en a pas. Donc, après, j'arrête là. Je mets un dièse. Je commence par écrire état 1. D'accord. Donc, je définis un codage. Je définis un codage du graphe de transition. J'utilise cette même expression graphe de transition, parce que je trouve que là, c'est clair. Par un mot sur l'alphabet que j'avais déjà, là, A, B, mais en plus, gauche-droite. D'accord. Puis je vais voir le bottom, je peux écrire bottom, après j'ai dièse, dollar, et puis les chiffres. D'accord. 0, 1, 2, 3. J'ai l'alphabet, d'accord. Donc ça, c'est numéro d'état. Il y a un nombre fini. Ça, c'est des marques. J'ai souvent des marques. J'ai presque fini. Donc, voilà. Donc, en fait, le langage qui est pas reconnaissable, c'est le langage des mots qui représente des machines qui ne bouclent pas. Voilà. Donc, c'est ce que je dis ici, en fait. Hein, si on veut construire des langages non reconnaissables par une MTD, eh ben, les mots de notre langage, ça doit être des programmes. C'est-à-dire, ça doit être des MTD encodés. Voilà, je m'arrête là. Donc, la fois prochaine, on va faire 15.3, machine universelle. C'est une notion importante dans les machines numériques. J'en parle maintenant parce que c'est le bon moment pour dire, en fait, puisqu'on a codé n'importe quelle machine possible, eh ben, on va pouvoir définir une machine universelle, faire prendre en entrée un code de machine arbitraire et qui va la faire tourner. Une sorte de métamachine, d'accord? Tu vas pas métamachine, d'accord, qui peut faire tourner n'importe quelle autre machine codée. Exécute n'importe quelle
autre machine. Sous forme codée. Voilà, je voulais juste dire ça parce que c'était le moment approprié de le dire. Je répéterai ça la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre le micro, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? On n'est pas si longtemps que ça, on est 30 là. Donc, ça marche bien de prendre le micro. Ok, pas de questions. Je regarde qui c'est qu'elle a. Je vais prendre la présence dans pas longtemps. Je n'ai pas encore fait, mais je vais voir. Non, je ne vais pas le faire. Hein. Pas en TD, je le ferai en TD, pas en cours. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'en cours, il n'y a que le groupe 1 qui vient, malheureusement. Je vais essayer de publier le film avant demain pour le groupe 2 et 3. Puisse voir le film. Ce serait bien quand même. Ok, bon, bah, on fait la pause d'un quart d'heure. À tout à l'heure, donc 10h15, 10h17. À tout de suite, tout le monde. J'arrête l'enregistrement.